Il était tard dans l'après-midi quand cela m'a finalement frappé. Je me suis arrêté à un arrêt de bus et j'ai passé un coup de fil. J'espérais que ce n'était pas trop tard, et heureusement ce ne l'était pas. Oui, dit la voix rauque à l'autre bout du fil. Dave, c'est moi. Stan, dis-je. Dave était un vieil ami à moi. Nous avions travaillé ensemble dans différents emplois et nous nous entendions plutôt bien. Stan, vieux fils de chienne, dit-il. Que se passe-t-il, mec? J'ai un petit problème et je me demandais si je pouvais passer chez toi pour quelques jours, dis-je. Bien sûr, mon pote, dit-il. Tu peux venir. Fais-moi juste une faveur et prends quelques packs de bière si ça ne te dérange pas. Pas de problème, mon pote, dis-je. Je te vois dans quelques heures. À plus, dit-il et mit fin à la conversation. Me sentant mieux, j'ai pris l'autoroute en direction du nord. En chemin, j'ai repéré une supérette, je me suis arrêté et j'ai acheté quelques packs de bière ainsi qu'une glacière en polystyrène et de la glace pour la garder froide. J'ai aussi réchauffé mon café et décidé de prendre quelques paquets de cigarettes. Je ne fumais pas habituellement dans l'appartement, mais je savais que Dave fumait et j'ai pensé qu'il apprécierait le geste. Après tout, il m'hébergeait pour un moment, donc je me considérais redevable, du moins envers lui. Dave Brolin avait environ 15 ans de plus que moi et travaillait avec mon père. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Il est resté chez nous plusieurs fois lorsqu'il travaillait dans notre quartier et était un peu comme un grand frère pour moi. J'ai beaucoup appris de lui en travaillant dans l'atelier de mon père. Il a eu du mal à grandir. Son père travaillait dans les chantiers navals et est finalement décédé de complications liées au mésothélium, à cause de l'amiante à laquelle il était constamment exposé. Après la mort de son père, sa jeune sœur Beverly est restée à la maison et a pris soin de leur mère jusqu'à ce qu'elle décède il y a environ un an d'un cancer de l'estomac. Je connaissais Bev depuis un bon moment. C'était une fille sans principe, attirante à sa manière. Bien sûr, je ne lui ai jamais fait de proposition, en partie à cause de l'amitié de Dave envers moi et mon père, mais surtout parce que j'étais déjà amoureux de Lucy. Bev et moi nous entendions bien et étions plus comme des frères et sœurs, nous taquinant sur tel ou tel sujet. Cela faisait un moment que je ne l'avais pas vue et j'étais curieux de voir comment elle était maintenant. Comme moi, Dave s'est marié jeune, mais a fini par divorcer en rentrant chez lui et en trouvant sa femme avec l'un de ses collègues. Il ne s'est jamais remarié, mais il sort de temps en temps. La plupart de son temps est consacré à s'occuper de Beverly, qui vit maintenant avec lui. Beverly, bien sûr, dit qu'elle veille sur lui. Je suis arrivé devant la maison en rondin de 2 étages de Dave vers 2h30 du matin, j'ai pris mes affaires et ma glacière, et j'ai rencontré Dave sur le porche. J'espère que tu as de la bière pour nous, dit-il avec un sourire. En prenant le paquet de cigarettes que je lui ai offert, il a ouvert la porte et m'a aidé à porter le reste de mes affaires dans la maison. J'ai porté la glacière dans la cuisine et j'ai vu une magnifique femme blonde en t-shirt long et en short de pyjama descendre les escaliers. Qui est cette bombe blonde? Ai-je demandé à Dave. Il a ri. Tu sais qui je suis, abruti, répliqua la blonde. J'ai détourné mon regard vers elle et j'ai réalisé que c'était Beverly. Elle ne ressemblait en rien à la fille adolescente maigrichonne que je me rappelais. Beverly? Ai-je demandé, perplexe. C'est vraiment toi? Tu le sais bien, connard, dit-elle ironiquement. Pourquoi es-tu là si tôt le matin? Est-ce que Lucy t'a surpris en train de tricher et t'a mis dehors ou quelque chose comme ça? Non, pas exactement, dis-je avec une pointe d'agacement dans ma voix. Le visage de Bev s'adoucit en me comprenant. Désolé, Stan, dit-elle, en regardant mon visage couvert de bleu. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Pas vraiment, dis-je. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi ne prendrais-tu pas une bière et nous expliquerais les choses, dit Dave. J'ai hoché la tête, attrapé 3 bières et me suis dirigé vers le salon. J'en ai donné une à Dave puis me suis tourné vers Beverly. Es-tu sûre d'être assez grande pour boire? Lui demandai-je sarcastiquement. Elle sourit, leva son majeur et saisit la bière de mes mains. Raconte, dit-elle. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? C'est assez gênant, dis-je. Alors, dit Beverly, nous sommes adultes et presque de la famille, alors raconte. D'accord, dis-je avant de leur raconter toute l'histoire avec Lucy, Marie et Jake. Je leur ai montré la vidéo de ma brève rencontre avec Holly. Ils sont restés stupéfaits en silence quand j'ai fini. Merde, dit Dave, en prenant une gorgée de sa bière. Tu penses qu'ils savent où tu es maintenant? Je ne pense pas, lui dis-je.
En tout cas, je n'ai pas vu de voiture me suivre. Eh bien, heureusement nous sommes en haut de la colline et pouvons voir quiconque arrive par ici. Et j'ai toujours le pistolet que j'ai acheté à ton père après l'accident de Mikey. Tu te souviens toujours comment tirer, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, mais je n'ai pas touché à une arme depuis que c'est arrivé, dis-je. Mon petit frère, Michael ou Mikey comme tout le monde l'appelait, s'était accidentellement tiré dans la jambe il y a des années avec le pistolet de calibre 22 de mon père. Mikey n'avait eu qu'une blessure légère et s'en était remis, mais mon père était tellement bouleversé qu'il s'était débarrassé de toutes ses armes et n'en avait jamais repris. Ce n'est pas grave, dit Dave. Je vais t'emmener dans le jardin et te familiariser avec eux. Bev peut travailler avec toi aussi, elle est devenue une sacrée tireuse. J'ai regardé Beverly avec surprise. Elle s'est redressée légèrement et a souri malicieusement. Ton père sait que tu es ici? Demanda Dave. J'ai secoué la tête. Non, dis-je. Je n'ai dit à personne où je suis. Mais je dois informer Lada. Tu dois te rappeler que je n'ai même pas pensé à venir ici avant d'être déjà parti. D'accord, dit-il. J'appellerai tes parents et les informerai dès que le soleil se lèvera ce matin. N'utilise pas ton téléphone portable si tu peux t'en passer. En fait, ce serait une bonne idée d'éteindre le téléphone et d'enlever la batterie au cas où il aurait une sorte de balise. Bonne idée, dis-je, en éteignant le téléphone. J'ai débranché le couvercle arrière et enlevé la batterie. Alors Lucy et ses amis vont comparaître devant un juge lundi? Demanda Beverly. Oui, l'audience aura lieu lundi, dis-je. Le procureur espère que le juge les gardera en détention provisoire. Mais après ce que j'ai entendu de la part de Holly, je ne suis pas sûr que cela va se produire. Eh bien, tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire, a dit Dave. Je dois retourner au travail dans une semaine, lundi, et je serai absent pendant une semaine. Mais si tu as besoin de rester, c'est parfait. Combien de temps prévois-tu de rester en vacances? J'avais prévu 2 semaines, ai-je dit. Espérons que tout sera réglé d'ici là. Comme je l'ai dit, tu peux rester ici, a dit Dave. Merci, j'apprécie, ai-je dit. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Dave regarda Beverly, puis sourit. Je suis sûr que Bev peut penser à quelque chose, m'a dit Dave. Mais tu es un invité ici et tes ancêtres nous ont toujours traités comme des rois. Donc, autant te dire que tu peux te détendre et profiter de l'air de la campagne. Eh bien les gars, c'était sympa, mais je dois me lever pour préparer le petit déjeuner dans quelques heures, a dit Beverly en se levant. J'espère que tu aimes les œufs brouillés et les pommes de terre rissolées car c'est ce que je fais, a-t-elle ajouté en me regardant. Le petit déjeuner des champions, lui ai-je dit. Ça me va très bien, a-t-elle fait signe de la main et est montée à l'étage. Après avoir entendu la porte de sa chambre se fermer, Dave et moi sommes sortis pour une cigarette et une discussion. Quelle est son histoire, ai-je demandé. Je pensais qu'elle était déjà mariée et qu'elle élevait des enfants. Eh bien, elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui importait vraiment, a dit Dave. Elle a fréquenté quelques gars, mais selon elle, ils ne correspondaient tout simplement pas. Ne correspondaient pas? À quoi? Ai-je demandé. Il m'a regardé sérieusement. À toi, crétin, a-t-il dit. Elle a toujours eu le béguin pour toi. Pas possible, ai-je dit, choqué. Absolument, a-t-il dit. La seule raison pour laquelle elle ne te l'a jamais dit, c'est à cause de Lucy. Elle ne voulait pas être la raison de votre rupture. Tu es sérieux, ai-je demandé. Comme une crise cardiaque, a-t-il dit. Pourquoi penses-tu qu'elle est toujours amoureuse de moi, ai-je demandé. J'entends parfois des bruits après qu'elle se couche, a dit Dave. Elle a un sextoy nommé Petit Stan et je l'ai entendu l'utiliser plusieurs fois. Je l'ai entendu appeler ton nom plus d'une fois. C'est trop d'informations, ai-je dit. Dave a souri et a pris une gorgée de sa bière. Eh bien, c'est comme ça, a-t-il dit. Alors, quand Beverly est-elle devenue canon, ai-je demandé. Elle a toujours été une jolie fille, m'a dit Dave. Elle ne l'a simplement jamais affichée. En plus, tu n'avais Dieu que pour Lucy, tu te souviens? Oui, je me souviens, ai-je dit. Écoute, entre toi et moi, je serais plus que d'accord pour que vous deux soyez ensemble, a-t-il dit. Fais-moi juste une faveur, d'accord? Quelle faveur, ai-je demandé. Ne lui brise pas le cœur, a-t-il dit. J'aime ma sœur et je pense que toi aussi si tu y réfléchis. Je ne veux juste pas qu'elle se fasse des illusions pour ensuite te voir te réconcilier avec Lucy. Ça la détruirait.
J'ai secoué la tête. J'en ai fini avec Lucie, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Bon, je ferais mieux d'aller me coucher. Je te verrai demain matin. Il s'est levé, a jeté sa cigarette dans la poubelle et est monté à l'étage. J'ai fini ma cigarette et je suis allé me coucher quelques minutes plus tard. Je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Je me suis réveillé plus tard lorsque Beverly a ouvert la porte et m'a appelé « Lève-toi et brille ». Je me frottais les yeux en sortant du sommeil et remarquai qu'il était 8h30. Je me rendis dans la salle de bain pour effectuer ma routine matinale, puis pris une douche rapide, m'habillai et descendis. Après m'être habillé, je regardai l'anneau à mon doigt et l'enlevai, le lançant sur la commode. En descendant, je vis Beverly dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle était tout simplement adorable et je me demandais pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant. « Ça sent bon, dis-je. » Elle sourit. « Contente que tu le penses, cow-boy, dit-elle. Le café est prêt si tu en veux. Tu aimes toujours la crème au beurre de pacane ? Bien sûr, répondis-je. Tu en as ? Oh oui, dit-elle. C'est dans le frigo. Sers-toi. Mais laisse-en pour Dave et moi. Je me servis une tasse de café et ajoutai de la crème. J'adore le beurre du Sud. Dave en était devenu accro quand mon père en avait apporté sur le chantier. Assieds-toi, me dit-elle avec un sourire. Je m'occupe de toi tout de suite. Je m'assis à la table où Dave était déjà assis, lisant le journal du dimanche. Bonjour, dis-je. Il leva les yeux par-dessus le journal. Bonjour, répondit-il. Quelque chose d'intéressant dans les nouvelles ? Demandai-je. Oui, il y a un article dans le journal sur un avocat chic qui a été arrêté pour diverses accusations, dit-il. Regarde, ajouta-t-il en me tendant l'article. Il n'y avait ni nom ni détail dans l'article. C'était une nouvelle banale qui ne signifiait rien pour ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Je marmonnai et lui rendis le journal. À ce moment-là, Bev avait fini de préparer le petit déjeuner et le transporter sur un chariot jusqu'à la table. Très savoureux, dis-je en prenant une grosse bouchée. Merci, gentil monsieur, répondit Beverly avec un sourire. Je suis contente que ça te plaise. Nous finîmes le petit déjeuner et Dave se leva pour ranger son assiette. Je dois aller en ville chercher quelque chose, dit-il. Je serai parti au moins quelques heures. Si tu as besoin d'appeler le procureur, tu peux utiliser le téléphone de la maison. Merci, dis-je. Beverly lui tendit la liste des choses dont elle avait besoin et il la glissa dans sa poche. Il prit ses clés et se dirigea vers la sortie. Je regardai Beverly. As-tu besoin d'aide pour ranger la vaisselle ? Demandai-je. Je n'en ai pas forcément besoin, mais je l'apprécierais, répondit-elle. Merci de demander. Je me levai et l'aidai à débarrasser la table. Elle me lança un torchon et commença à laver la vaisselle qui était déjà dans l'évier. Je vois que tu ne portes pas d'anneau, dit-elle en lavant l'assiette. Tu vas vraiment divorcer d'elle ? Oui, répondis-je. Je lui ai dit que je ne tolérerais pas l'infidélité et je le pense. Bien, dit-elle avec un léger sourire. Contente de voir que tu as encore du cran. Et toi, quelle est ton histoire ? Demandai-je. Comment ça va ? Elle haussa les épaules. Ça va, je suppose, dit-elle. Y a-t-il quelqu'un de spécial dans ta vie ? Demandai-je. Il y en avait un, une fois, dit-elle, mais il a été emporté. En plus, je ne pourrais pas avoir de relation de toute façon. Trop occupé à m'occuper de mes parents. C'est ce que j'ai entendu, dis-je. Oui, mais c'était nécessaire, dit-elle. Après la mort de mon père, ma mère avait besoin de mon aide. J'ai travaillé comme serveuse pour gagner un peu d'argent, car tout ce qu'elle avait été la retraite de papa et un peu de sécurité sociale. J'ai travaillé jusqu'à ce qu'elle tombe malade pour pouvoir faire quelque chose, puis je suis resté à la maison pour m'occuper d'elle à plein temps. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit. Ne le sois pas, répondit-elle. Je ne regrette pas d'être resté à la maison avec elle. J'espère juste que quand j'aurai son âge, quelqu'un sera là pour m'aider. Alors, que s'est-il passé ? Demandai-je. Il ne restait pas grand-chose après la mort de maman, dit-elle. Nous avons dû vendre la maison et beaucoup de ses affaires. Avec ce qu'il restait de la retraite et du 401K de papa, nous avons pu payer toutes ces dernières dépenses. Il ne restait pas grand-chose, et Dave m'a laissé prendre, puisque je m'occupais d'elle. Il a promis à maman de me laisser rester ici avec lui, et je suis ici depuis. Dave a proposé de payer mes frais de scolarité à l'université, mais j'ai refusé. Pourquoi ?
demandai-je. Je ne veux dépendre de personne, dit-elle. Je veux réussir par moi-même si je le peux. C'est pourquoi je reste ici et travaille au McDonald's en ville. Je gagne assez pour couvrir mes dépenses et je suis des cours de commerce le soir. Bien joué, ai-je dit. Oui, mais Dave a un projet de créer sa propre entreprise de tissus, et il a mentionné que je m'occuperai de la comptabilité et de tout ça, dit-elle. En parle-t-il toujours? Demandai-je. Oui, répondit-elle. Il fait beaucoup de choses sur mesure pour les habitants. Des grilles personnalisées, des remorques, ce genre de choses. Il gagne bien sa vie. Son rêve est de rester à la maison et travailler dans son atelier dans le jardin. Peut-être pourra-t-il te le montrer pendant que tu es ici. Ce serait génial, ai-je dit. Nous sommes tombés dans le silence et je me suis surprise à l'admirer. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point elle était belle, non seulement en apparence. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, elle m'a regardé. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-elle. « Je crois que je regarde la femme la plus belle que j'ai jamais rencontrée, lui dis-je. Je crus voir une larme perler dans ses yeux. « Arrête de me taquiner, dit-elle doucement, baissant les yeux. « Je ne te taquine pas, dis-je. Je ne peux m'empêcher de t'admirer. Tu as mis ta vie entre parenthèses pour tes parents, refusé l'offre de Dave de te payer tes études, et maintenant tu te débrouilles seul. Je suis juste désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Eh bien, tu as été aveuglé par Lucie, donc je ne peux pas t'en vouloir, dit-elle. Oui, tu as probablement raison, dis-je. Après avoir rincé toute la vaisselle, elle fit couler l'eau dans l'évier, s'essuya les mains et se tourna vers moi. Elle t'a utilisé, tu sais, dit Bev. Je pense que tu as raison, dis-je. Bien sûr que j'ai raison, dit-elle. Je l'ai percé à jour il y a des années. Pourquoi n'as-tu rien dit? Demandai-je. Tu ne m'aurais pas cru, dit-elle. Je réalisais qu'elle avait probablement raison. En faire, elle ne pouvait rien faire de mal à tes yeux. Elle te tenait tellement sous son emprise que tu aurais tout fait pour elle. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle soit heureuse, dis-je. Et regarde où ça l'a menée, remarqua-t-elle de manière rhétorique. Elle a obtenu un diplôme, une nouvelle voiture, toutes sortes de babioles et de vêtements, le tout à tes frais. Et quand elle n'avait plus besoin de toi, elle t'a offert une nouvelle voiture. Et quand elle n'avait plus besoin de toi, elle t'a échangé contre un nouveau modèle. Je suis contente qu'elle soit en prison car si elle était ici maintenant, je ne sais pas ce que je ferais. Je crois que tu le ferais, ai-je dit. Je veux juste savoir une chose, dit-elle en posant ses mains sur ses hanches. Quoi donc, ai-je demandé. Vas-tu céder à ses larmes et la reprendre, demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Ce navire a déjà pris le large. Ça n'arrivera pas après vendredi. Bien, dit-elle. Et si jamais tu as des doutes, souviens-toi de ceci. Nous avons fait l'amour. On ferait mieux de se nettoyer avant le retour de Dave, dit-elle. J'ai de la viande à préparer pour ce soir, alors pourquoi ne descends-tu pas prendre une douche rapide, d'accord? Je monterai dans un instant. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y a avec la viande? Nous aimons faire des barbecues le dimanche, si le temps le permet, dit-elle. Tu aimes le gibier, n'est-ce pas? Oui, j'adore le gibier, ai-je dit. Mais je n'en ai pas mangé depuis des années. Parfait, dit-elle. Je l'ai abattu moi-même avec un flintlock de Dave de calibre 50. Je l'ai même dépecé sur place de mes propres mains. Mon Dieu, tu es tout simplement une femme, ai-je dit. Une femme robuste dans la nature sauvage. Je suis vraiment impressionné. J'avais vu le flintlock de Dave. J'avais vu le flintlock de Dave et je savais qu'il devait mesurer au moins 49 pouces. Tu l'as chargé toi-même, lui demandai-je. Bien sûr, répondit-elle. Une balle ronde avec un patch et 100 grammes de poudre double F. J'ai même moulé la balle moi-même. Mince, ai-je dit. Tu aimes aussi pêcher? Elle sourit. J'adore pêcher, dit-elle. Je mets même mes propres appâts et je nettoie les poissons moi-même. Y a-t-il quelque chose que tu n'aies pas encore fait? Demandai-je sarcastiquement. Je n'ai pas encore reconstruit la boîte de vitesse du camion de Dave, répondit-elle. Cependant, je l'ai aidé à reconstruire le moteur. Je suis définitivement amoureux. Pas le temps pour ça maintenant, dit-elle. Attends ce soir quand nous irons au lit. Au fait, tu dormiras avec moi désormais. Mon lit est bien plus grand que celui de ta chambre. Dave ne sera pas contrarié? Dave ne sera pas contrarié? Ai-je demandé. Non, répondit-elle. En plus,
Nous sommes tous les deux des adultes consentants. Je dois appeler le procureur et lui dire où je suis, dis-je. Bev désigna le téléphone sans fil dans le socle. Vas-y et utilise ce téléphone, dit-elle. J'ai décroché le combiné et appelé, oubliant presque que c'était un téléphone longue distance. Linda a décroché après le deuxième sonnerie. Linda Calloway, dit-elle. Linda, c'est Stan Shipman, dis-je. J'appelle pour te dire où je suis. Stan, Dieu merci tu as appelé, dit-elle. Je commençais à m'inquiéter. Je vois que tu appelles en longue distance. Où es-tu? Je suis chez un vieil ami de la famille, dis-je. J'ai éteint mon téléphone portable par précaution. Bien, dit-elle. Je te tiendrai informé autant que possible. J'ai déjà eu des nouvelles de la famille. Il semble qu'ils se renseignent sur le cabinet pour lequel travaille ta femme. Au fait, je me suis permis de parler à un vieil ami à moi qui se trouve être le meilleur avocat en divorce. J'espère que cela ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, ai-je dit. Bien, dit Linda. Elle attend un appel de ta part demain. Je lui ai parlé un peu de ta situation. Si quelqu'un peut gérer ça, c'est elle. Merci, dis-je. Je le ferai. Linda m'a donné les informations dont j'avais besoin et a promis de me tenir au courant de ce qui s'était passé lors de l'audience avant de mettre fin à la conversation. À ce moment-là, Dave était revenu et je suis sorti l'aider à décharger ce qu'il avait acheté. Au fait, dit-il quand nous avons eu fini. J'ai appelé tes parents. Ils étaient vraiment inquiets pour toi. Je leur ai dit que tu resterais chez nous un moment. Merci, lui dis-je. Ce soir-là, nous avons fait un barbecue et avons apprécié un petit dîner. J'étais tellement heureux. Je lui ai dit. Ce soir-là, nous avons fait un barbecue et avons dîné sur la terrasse. Après le dîner, nous nous sommes tous mis à ranger. Dave et moi avons pris une bière chacun et sommes sortis fumer pendant que Beverly terminait le travail. Bev a dit que tu allais dormir dans sa chambre, a dit Dave. C'est pour combien de temps? Je me sentais un peu gêné de discuter de cela avec lui. Après tout, elle était sa sœur. Je pense que oui, dis-je. Tu penses? Demanda-t-il. Oui, je le pense, dis-je. J'ai juste besoin de divorcer bientôt. L'aimes-tu? Demanda-t-il. Oui, je l'aime, dis-je. Bien, dit-il. Tu aurais dû te sortir la tête du cul depuis longtemps, ajouta-t-il avec un sourire. Regarde, Bev est une grande fille et peut prendre ses propres décisions. Elle peut certainement se débrouiller seule. Je ne veux juste pas qu'elle soit blessée, c'est tout. Je ne lui ferai jamais de mal, dis-je. Ça me rassure, dit-il. Bienvenue dans notre famille, ajouta-t-il en tendant la main. Je la pris et nous nous serrâmes chaleureusement la main. Ne me tiens juste pas éveillé toute la nuit, d'accord? Je ris en hochant la tête. Je vais essayer, dis-je. Ce soir-là, après que Bev et moi ayons fait l'amour dans son lit, je l'ai serré contre moi et j'ai pensé à notre possible avenir ensemble. À ce moment-là, je me sentais plus comblé que depuis longtemps. À quoi penses-tu? Demanda-t-elle doucement. À l'avenir, répondis-je. Hein? Demanda-t-elle. Oui, dis-je. Je veux dire, que veux-tu de la vie? Où te vois-tu, disons, dans 5 ou 10 ans? Je sais que c'est populaire chez les femmes en ce moment de vouloir briser le plafond de verre et atteindre les sommets, dit-elle. Mais je ne suis pas comme ça. Je n'aspire pas à une carrière ou quoi que ce soit de ce genre. Tout ce que je veux, c'est un mari fidèle qui m'aime autant que je l'aime et une famille à prendre soin. C'est tout. Et tes cours? Demandai-je. C'est surtout pour Dave, dit-elle. Quand il lancera sa propre entreprise, il aura besoin d'aide. Et toi? Que veux-tu de la vie? Je suppose que je suis beaucoup comme toi, dis-je. Tout ce que je veux vraiment, c'est une épouse fidèle qui m'aime autant que je l'aime et une famille à moi. Je pensais l'avoir avec Lucie, mais ça n'a pas marché. Et ton travail? Demanda-t-elle. J'aime ce que je fais pour vivre, dis-je. Parfois, ça m'éloigne pour quelques semaines. Tu peux gérer ça? Rit-elle. S'il te plaît, dit-elle. Mon frère est soudeur comme toi, tu te souviens? Je sais à quoi m'attendre. Je peux tout affronter tant que je sais que tu rentreras à la maison auprès de moi. Je la fixai quelques instants avant de dire quelque chose. J'aurais aimé t'avoir rencontré avant de rencontrer Lucie, dis-je. Moi aussi, répondit-elle. Mais ce qui est fait est fait. Nous surmonterons cela ensemble, d'accord? Nous sommes une équipe, et nous pouvons tout faire tant que nous sommes ensemble.
Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je t'aime tellement, dis-je, en l'embrassant. Je t'aime encore plus, dit-elle, en me serrant dans ses bras. Je m'endormis en me sentant vraiment aimé pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, Beverly se leva avant tout le monde. Après avoir préparé le petit déjeuner, elle monta à l'étage pour se préparer pour le travail. En partant, elle m'embrassa, me faisant savoir qu'après son service, elle avait des cours ce soir-là. Je rentre habituellement à 9h30, donc vous devrez vous débrouiller seul, dit-elle. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, je vous aime et je suis là pour vous. Moi aussi je t'aime, dis-je, en lui rendant son baiser. Elle n'avait aucune idée de l'importance que cela avait d'entendre ces mots de sa part. Quoi ? Demanda Dave. Je n'ai pas droit à un baiser, moi aussi ? Ajouta-t-il avec un sourire. Beverly rit et lui donna un baiser fraternel sur la joue. Vous deux, essayez de rester hors des ennuis, d'accord ? Demanda-t-elle en s'éloignant. Je dois appeler ce avocat en divorce que Linda m'a recommandé, dis-je, en regardant ma montre. Dave pointa du doigt le téléphone, je le pris et appelai. Cabinet de Bernice Goodwin, répondit la voix amicale d'une femme à l'autre bout du fil. Je me présentai et demandai si Bernice était disponible, informant la réceptionniste qu'elle attendait mon appel. Mademoiselle Goodwin attend votre appel, monsieur, dit la femme. Un moment, s'il vous plaît. J'entendis une sorte d'accompagnement musical dans le combiné pendant quelques instants avant qu'une autre femme ne me réponde. Bernice Goodwin, dit la femme. En quoi puis-je vous aider ? C'est Stan Shipman, dis-je. Linda Calloway m'a donné votre numéro et m'a dit de vous appeler ce matin. Oh, oui, monsieur Shipman, dit-elle. Linda m'a parlé de ce qui se passe et j'attendais votre appel. Normalement, je préfère que la première rencontre soit privée, mais je comprends que ce ne soit pas possible cette fois. Ce n'est pas grave. De nos jours, nous pouvons faire la plupart des choses en ligne. Racontez-moi votre histoire et ne laissez rien de côté. Je pris le temps d'expliquer la situation et elle m'écouta patiemment. Quelles sont vos attentes ? Demanda-t-elle quand j'eus fini. Je veux obtenir autant que possible, dis-je. Pas de pension alimentaire et au moins ma part de nos biens. Je pense que nous pouvons y arriver, dit Bernice. Votre femme, qui a des accusations criminelles contre elle, devrait renforcer votre dossier. Cependant, j'ai besoin de voir vos documents financiers. Possédez-vous une propriété, une maison, quelque chose comme ça ? Non, nous vivons dans un appartement, dis-je. Et concernant le procès contre Mary et Jake ? Demanda-t-elle. Les poursuites pour aliénation d'affection sont autorisées dans cet État, mais je dois vous dire qu'elles n'aboutissent généralement pas très loin. Vous feriez probablement mieux de poursuivre pour infliction intentionnelle de souffrance mentale, faites ce que vous pensez être juste, dis-je. D'accord, dit-elle. Je vais y jeter un coup d'œil de plus près et passer à l'action. As-tu une adresse e-mail ? Oui, ai-je dit. Parfait, me dit-elle. Je vais t'envoyer quelques documents. L'un est un contrat que tu devras signer et renvoyer électroniquement. L'autre est une liste de choses à faire. Occupe-toi de cela pour moi, s'il te plaît. J'aurai également besoin que tu paies d'avance. Peux-tu le faire aujourd'hui ? Oui, ai-je dit. Parfait. Je t'enverrai tout et une fois que ce sera fait, je te remettrai les documents, dit-elle. Des questions pour le moment ? Aucune question, ai-je dit. Je lui ai donné mon adresse e-mail, suite à quoi elle m'a transféré à son assistant, qui a pris note de mes informations de carte de crédit. Après avoir parlé au téléphone, j'ai allumé mon ordinateur portable et vérifié mes emails. En effet, il y avait un email de Bernice avec 2 documents attachés. J'ai ouvert le contrat, les signé électroniquement et les renvoyé avec un reçu pour m'assurer qu'elle l'avait bien reçu. Il y avait également un document me conseillant sur la manière de me protéger financièrement. Dieu merci pour la banque en ligne, me suis-je dit. Cela a pris un certain temps, mais j'ai pu ouvrir un nouveau compte pour moi-même et transférer la moitié de nos économies et chèques. J'ai remboursé et annulé la carte de crédit de Lucie, mais j'ai laissé la mienne ouverte car je venais de payer mes frais avec. Une fois tout cela terminé, il était passé midi, et Dave m'a conduit à son magasin où il travaillait sur une remorque pour l'un des agriculteurs de la région. J'ai travaillé avec lui pendant un moment et trouvé l'activité assez relaxante. Vers 3 heures de l'après-midi, nous avons reçu un appel téléphonique. Dave a décroché le téléphone, en utilisant une rallonge depuis son magasin, et m'a tendu le combiné. « C'est ton avocat » a-t-il dit. « C'est Stan,
ai-je dit, en prenant le téléphone. Stan, Linda Calloway ici, a-t-elle dit. Mauvaise nouvelle. Le juge a fixé une caution minimale pour tous et les a libérés. Comment est-ce possible, ai-je demandé. Il est probablement à leur solde, a-t-elle dit. Heureusement, l'ordonnance de protection est en vigueur, mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas plus utile que le papier sur lequel elle est écrite. Le mieux est de rester là où tu es. Éloigne-toi de la ville. Les fédéraux les surveillent pour le moment, mais je ne peux pas garantir ta sécurité. Génial, ai-je dit. Que faisons-nous maintenant? Reste là où tu es, a-t-elle dit. Je ferai ce que je peux de mon côté. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Oui, d'accord, ai-je dit. Nous avons mis fin à la conversation, et j'ai rendu le téléphone à Dave. Mauvaise nouvelle, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Le juge les a relâchés. Zut, a-t-il dit. Je ferais mieux d'appeler tes parents pour les informer. Je pense que c'est une bonne idée, ai-je dit. Je devrais probablement être celui qui les informe. Dave a hoché la tête et m'a rendu le téléphone. J'ai composé le numéro, et mon père a répondu au deuxième appel. Papa, c'est moi, Stan, ai-je dit. Comment vas-tu, mon fils? A-t-il demandé. Je vais bien, ai-je répondu. Je voulais juste te dire que le juge a libéré Lucy et ses amis. Tu devrais être sur tes gardes. J'ai comme l'impression qu'il pourrait te rendre visite pour savoir où je suis. Ne t'en fais pas, mon fils, a-t-il dit. Nous ne leur dirons rien. Es-tu toujours chez John Harrison? La question m'a surpris, car il savait déjà où j'étais. John Harrison était un mouleur à la retraite pour qui mon père et moi avions travaillé par le passé. J'étais un mouleur à la retraite, et j'étais un mouleur à la retraite. Après sa retraite, lui et sa femme ont déménagé dans un endroit à environ 2 heures au sud de la ville. Et là, j'ai compris. Lucy et ses amis sont probablement là en ce moment même à ma recherche. J'ai décidé de jouer le jeu. En fait, je suis dans un motel à environ 50 miles au sud, je lui ai dit. D'accord, a-t-il dit. L'important c'est que tu ailles bien. Je vais bien, ai-je dit. Mais je partirai d'ici demain matin. J'ai l'intention de me diriger vers l'est. Dis-moi juste où tu es, d'accord, mon fils? A-t-il demandé. Oui, bien sûr, ai-je dit. Puis-je parler à maman? Elle est occupée dans la salle de bain en ce moment, a dit papa. J'ai écouté attentivement et j'ai cru entendre un bruit en arrière-plan. D'accord, ai-je dit. Dis-lui que je vais bien et que je l'aime. Je le ferai, mon fils, a dit papa. J'ai pu entendre la tension dans sa voix et j'ai prié pour sa sécurité. On se reparle bientôt, d'accord? Absolument, papa, ai-je dit. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils, a-t-il dit avant que l'appel se termine. J'ai regardé Dave et j'ai passé un autre appel. Quoi de neuf, Stan? A dit Linda en décrochant le téléphone. Je pense que Lucy et ses amis sont chez mes parents, je lui ai dit. D'accord, a-t-elle dit. Je vais chercher quelques agents fédéraux et me rendre là-bas tout de suite. Reste où tu es. Nous avons mis fin à la conversation et j'ai rendu le téléphone à Dave. Que se passe-t-il? A-t-il demandé. Je pense que Lucy et ses copains sont chez mes parents en train de chercher où je suis, ai-je dit. Oui, j'ai entendu ce que tu as dit à ton père, a-t-il dit. Penses-tu qu'ils vont croire à ce subterfuge? J'espère bien, ai-je dit. Au moins pour quelques heures. Je savais que nous avions 6 à 8 heures tout au plus s'ils se dirigeaient vers le sud chez John. Peut-être vaudrait-il mieux que je parte et trouve un endroit où me cacher jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Non, a dit Dave. Toi et moi, nous sommes ensemble là-dedans. Reste où tu es. Laisse-moi juste faire un peu de ménage et je me rendrai en ville, parlerai au shérif. Ne bouge pas, tu m'entends? J'ai hoché la tête. Quelques heures plus tard, il a quitté la maison et est parti en ville. Après son départ, Linda a rappelé. Stan, tu avais raison, a-t-elle dit. Lucy, Marie, Jane et moi étions chez mes parents. J'ai vu Jake et quelques-uns de leurs sbires arriver après l'audience. Ils ont ligoté tes parents et les ont menacés. Ils ont dit qu'ils ne révéleraient pas où tu te trouves. Maintenant, nous avons lancé un avis de recherche contre eux. Ils ont laissé un de leurs voyous ici et il est maintenant en garde à vue. Bien sûr, il ne parle pas. Tu sais où il se dirige, ai-je demandé. Non, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils aient cru à ton histoire, a-t-elle dit. Tiens, parle à ton père. Quelques secondes plus tard,
Mon père était au téléphone. Stan, je ne pense pas qu'ils aient cru à ce subterfuge, a-t-il dit. Vous allez bien, ai-je demandé. Oui, nous allons bien pour l'instant, mais je pense que Lucie et ses amis se dirigent vers toi, a-t-il dit. Pourquoi penses-tu cela, ai-je demandé. J'ai entendu Lucie parler, a-t-il dit. Bien, ai-je dit. Dis à Linda de faire venir le shérif ici. Je vais le faire, mon fils, a-t-il dit. Sois prudent, tu m'entends? Je le serai, papa, ai-je dit. La prochaine voix au téléphone était celle de Linda. Où es-tu situé? Demanda-t-elle. Je lui ai dit où j'étais et je lui ai donné des indications. Tu crois que Lucie sait où c'est? Elle sait, ai-je dit. Bien, a dit Linda. Reste où tu es. Nous enverrons quelqu'un aussi vite que possible. Nous avons fini de parler et je me suis dirigé vers la maison. En sortant du magasin, j'ai entendu une voix familière. C'était Jake. Eh bien, il a dit. Tu pensais pouvoir nous duper, hein? Belle tentative de dire à tes parents que tu vas vers le sud alors que tu es en réalité au nord. Heureusement pour nous, Lucie savait que c'est là où tu allais. Maintenant bouge, a-t-il ajouté en agitant le pistolet. Monte, a-t-il dit en montrant un SUV noir. Je suis monté à l'arrière et j'ai vu Lucie me regarder avec un sourire en coin. Tu pensais pouvoir nous duper, hein? A-t-elle demandé avec un sourire en coin. Ça ne va pas se terminer bien pour toi, Lucie, ai-je dit. Les flics seront bientôt là. Peu importe, a-t-elle dit. Il sera trop tard pour toi. Tu aurais dû simplement accepter le programme. Maintenant tu vas en payer le prix. Marie et Jake ont ri. Jake nous a dit de les emmener à un endroit le long du lit de la rivière en bas de la colline. Quand nous sommes arrivés là-bas. Pas là. Alors tu prévois de me détruire, n'est-ce pas? Ai-je demandé à Lucie. Elle a ri. Tu sais ce qu'on dit. Les morts ne parlent pas, a-t-elle dit. Jake et Marie ont ri. Pourquoi? Lui ai-je demandé. Pourquoi as-tu fait ça? Elle a haussé les épaules. Que puis-je dire? A-t-elle demandé rhétoriquement. Il est plus riche que toi. En plus, je ne veux pas être mariée à un soudeur pour le reste de ma vie. Je veux la belle vie et Jake peut me la donner. Vous avez fini de vous remémorer le passé? A demandé Jake. Nous avons des choses à faire et il se fait tard. Je suis sûr que tu sais ce qui se passe ensuite, mon vieux, a-t-il dit. Ne t'inquiète pas. Puis j'ai entendu un coup de feu, un coup de fusil. Et 2 autres coups de feu. Lucie regardait autour d'elle, effrayée, et a essayé de se mettre à couvert derrière Jake. En arrière-plan, j'ai entendu le bruit distinctif d'un quad et j'ai réalisé qu'il se dirigeait vers nous. J'ai essayé de voir qui c'était, mais tout ce que je pouvais voir était un nuage de poussière qui se rapprochait. Puis il était sur nous et j'ai pu voir de longs cheveux blonds flottant derrière le conducteur. Je savais que c'était Beverly. Elle a arrêté le quad et a sauté, tenant un fusil de chasse. Une fois libre, je me suis assis et je l'ai regardé courir vers Lucie. « Ne touche plus jamais à mon homme », a crié Beverly. « Tu m'as bien comprise ?» Lucie a lentement hoché la tête. Les sirènes hurlaient. J'ai entendu un coup de feu. Les sirènes hurlaient au loin, alors Beverly s'est approchée du quad et a sorti un pistolet de détresse. Elle l'a pointé vers le ciel et a tiré un signal lumineux pour indiquer aux flics où elle se trouvait. Bientôt, nous avons vu des gyrophares se diriger vers nous. « Tu vas bien, chérie ?» m'a-t-elle demandé en s'approchant de moi. « Je vais bien maintenant, ai-je répondu. Tu m'as sauvé la vie. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour ça. Fais-moi confiance, tu auras le reste de ta vie pour me le rendre, a-t-elle dit avec un sourire. Bientôt, nous nous sommes retrouvés entourés de voitures de police. Dave est arrivé dans son camion et en est descendu pour nous vérifier. Un des adjoints a appelé une ambulance et un médecin légiste. « Tu vas bien ?» a demandé Dave en s'approchant de nous. « Je suis maintenant, grâce à Bev, dis-je. Elle a sauvé ma vie. » Le shérif a pris nos dépositions et surveillé l'opération. À ce moment-là, l'ambulance était arrivée et les ambulanciers s'occupaient de Marie et Lucie. « Elle a anéanti Jake et Ronnie », a crié Marie. « Vous ne comptez pas l'arrêter ?»« Non », a dit le shérif. « C'est la propriété de Dave et la doctrine de la forteresse s'applique ici. Mademoiselle Brolin avait tout à fait le droit de protéger la vie de Monsieur Shipman. Considérez-vous chanceux qu'elle ne vous ait pas anéanti aussi. » Pendant que je regardais, les adjoints du shérif ont menotté Lucie et l'ont emmenée. Le shérif m'a informé qu'il l'accusait, elle et Marie,
de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Après que les agents ont recueilli des preuves et enlevé les corps, nous avons été libérés. J'ai conduit le quad avec Beverly jusqu'à la maison. Je pensais que tu avais cours aujourd'hui, dis-je. Que s'est-il passé? Dave est passé par McDonald's et m'a raconté ce qui s'était passé, dit-elle. Je me suis excusé et je suis rentré. Je devais m'assurer que tu allais bien. J'ai vu des traces de pneus dans l'herbe et je les ai suivies jusqu'à toi, alors je suis monté dans le Mirador que j'avais installé. Eh bien, tu connais la suite. Quand j'ai vu ce que Jake allait faire, j'ai juste réagi. Je vais rattraper mon retard, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, dis-je. Je suis reconnaissant. Plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Linda pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle était soulagée d'apprendre que j'allais bien. Ils seront là où nous avons besoin d'eux après cela, dit-elle. Ne t'inquiète pas, le cabinet va tomber et fort. J'espère bien, dis-je. Ensuite, j'ai appelé mes parents pour leur expliquer ce qui s'était passé. Eux aussi étaient heureux d'apprendre que les choses s'étaient bien terminées pour nous. Épilogue: Marie s'est remise de ses blessures et elle et Lucie ont été jugées pour tentative de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre. Elles ont été reconnues coupables et condamnées pour les accusations liées à mon agression initiale et à ma détention illégale. Toutes deux ont écopé de peines de prison à vie et ont dû répondre de nouvelles accusations liées au complot et aux rackets de l'entreprise. Pendant tout ce temps, je ne les ai vues que 2 fois. Une fois lorsque Bev et moi avons été appelés à témoigner et la deuxième fois lorsqu'elles ont été condamnées. Les 2 fois, elles avaient l'air misérables et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. En fin de compte, aucune des deux ne respirerait plus jamais l'air libre. Et je ne pouvais être plus heureux. Pendant ce temps, Béatrice avait obtenu le divorce et, en raison des condamnations de Lucie, convaincu le juge de ne pas lui infliger plus de peine. Elle a également obtenu un gros dédommagement pour Marie et l'héritage de Jake. Quand elle en a eu fini, j'étais dans l'argent. Oui, Bernice en a eu une partie, mais j'étais très content de ma part. Le cabinet a également reçu une très grosse somme alors que les associés se défendaient contre de nombreuses accusations fédérales, y compris de rackets et des accusations liées au décès mystérieux de 2 autres hommes. À la fin, le cabinet a dû fermer ses portes et les associés se sont retrouvés derrière les barreaux à vie. Tout cela s'est déroulé sur environ 6 mois. Quand tout fut terminé, j'avais plus qu'assez d'argent pour Beverly et moi pour vivre pendant des années à venir. Je lui ai acheté une belle bague et je lui ai fait ma demande de manière digne, en m'agenouillant. Elle a poussé un cri de joie et m'a couvert de baisers. 1 mois plus tard, nous nous sommes mariés et avons passé une semaine à Las Vegas. À notre retour, nous avons fait asseoir Dave dans le salon et lui avons fait notre proposition. Ses yeux se sont écarquillés quand nous avons suggéré de créer une entreprise appelée DS Welding and Custom Fabrication. « Vous êtes sérieux ?» nous a-t-il demandé. « Bien sûr », ai-je répondu. Beverly a sorti son tableau Excel et lui a montré le plan d'affaires qu'elle avait établi. Après l'avoir étudié attentivement, il s'est adossé à sa chaise. « Vous savez, je pense que cela pourrait fonctionner, » a-t-il dit. « Au fait, j'ai failli oublier, » a-t-il ajouté en plongeant la main dans sa poche. Il a sorti un trousseau de clés et nous les a tendues. « Vous connaissez ce terrain du côté sud ?»« Côté sud ?» a répondu Beverly. « Qu'y a-t-il là-bas ? Avez-vous vu la nouvelle maison de 2 chambres qui s'y trouve ?» a-t-il demandé. « Oui, » a-t-elle répondu. « Nous pensions que vous aviez vendu ce terrain. »« Non, » a-t-il dit. « C'est votre cadeau de mariage. »« De la part de moi et de vos parents » a-t-il ajouté en me regardant. « C'est tout neuf et équipé de toutes les dernières avancées. Au fait, le terrain et la maison sont enregistrés à votre nom. Votre père et moi avons déjà déménagé vos affaires de votre appartement là-bas, à l'exception de celle avec la photo de Lucie, bien sûr. »« Waouh !» ai-je dit. « Je ne sais même pas quoi dire. » Bien sûr, je pouvais me permettre une maison sur mesure, mais une maison de 2 chambres était agréable et tout aussi solide qu'une maison en rondin. Je n'allais certainement pas cracher dans la soupe. Je savais que cet endroit devait leur coûter bien plus de 150 000 $. « Dis merci, partenaire, » a-t-il dit en me tendant la main. J'ai souri et pris sa main. Nous nous sommes retrouvés dans une étreinte virile. « Ça vous dérangerait si nous descendions là-bas ?» a demandé Beverly. « Je déteste te laisser seul. »« Ça ira, » a-t-il dit. « En plus, je pourrais enfin passer une nuit tranquille. J'en ai marre de t'entendre gémir toute la nuit. Nous avons célébré cette nuit-là,
et j'ai appelé mes parents pour les remercier du cadeau. Plus tard dans la soirée, Beverly et moi avons inauguré la chambre principale. Oui, j'ai pensé, allongés dans les bras l'un de l'autre. Les choses se mettent en place comme il faut. Merci de m'avoir écouté.